un problème d'internet. Nous voici de retour au bar de l'économie. Il y a 3 sujets aujourd'hui grâce à nos invités. Nous allons parler bien sûr d'équitation avec Viviane Gonnet. Nous allons parler d'industrie et de prévention des risques dans tous les métiers avec Sandra N. Et puis bien sûr du bien-être des êtres humains grâce aux mesures qu'elle a mises en place au sein du groupe DECRA. Et puis avec Benjamin Schroun, nous allons faire le petit bilan des aides de la région et un point tout de suite sur le bassin d'emploi notamment en Val d'Oise. Alors Benjamin, vous êtes conseiller régional d'Île-de-France, vice-président de la commission du développement économique et de l'emploi et de l'attractivité de la région. On en a un petit peu parlé en commentant ce nouvel appel à projet tout à l'heure. Alors donc, où en est-on du bilan, on peut dire, pour l'année 2020, année exceptionnelle, j'imagine. On n'a jamais vu autant d'argent grâce à la région. Alors, on a mobilisé énormément d'argent. Il faut se rappeler qu'au mois de juillet, on a voté un plan d'1,3 milliard à dépenser sur 2020, qu'on a dépensé. Vous savez, souvent, on annonce des plans à quelques milliards, mais à longue vue. Là, on a dit, nous, on va faire un plan d'1,3 milliard à court terme, mais on l'a dépensé. Et pour vous donner quelques chiffres, parce que c'est important sur ces consommations d'aide, il y a 3 grosses aides qu'on a mis en place. Il y a le fonds de solidarité avec l'État. Là, on a dépensé 102 millions d'euros en Ile-de-France, près de 2,5 millions d'euros dans le bassin d'emploi dans lequel nous sommes, qui va de Persan-Beaumont jusqu'à Rouen-Les-Bains. On a aussi fait le prêt rebond. Vous savez, c'était un prêt bonifié, c'est-à-dire à taux zéro pour les entreprises, où là, on a quasiment consommé 250 millions d'euros. Le Val d'Oise a bénéficié de 7% de cette enveloppe. Et puis le fonds résilience. Le fonds résilience, c'était quelque chose d'assez innovant qu'on a mis en place avec les collectivités, donc les EPCI, les départements, la région et la Banque des territoires. Les EPCI, on va peut-être rappeler aux auditeurs que ce sont les communautés d'agglomération qui ont la compétence économique maintenant, et ça c'est assez nouveau. Voilà, donc vous avez ici Enghien-les-Bains, pleine commune, vous avez Carnet Pays de France pour les zones plus reculées du bassin d'emploi. Et là, donc ce fonds de 100 millions d'euros, le département du Val d'Oise a mis 1,9 million d'euros, qui est plus que 92 à souligner. On a dépensé à aujourd'hui 58 millions d'euros. On aura engagé quasiment 100 millions d'euros d'ici les semaines qui arrivent. Et là, le Val d'Oise est assez remarquable, puisque le poids économique du Val d'Oise, en gros, en Ile-de-France, c'est 7%. Là, on a consommé 11% de cette enveloppe, c'est-à-dire que les acteurs économiques, soit la Chambre des métiers, la CCI, Initiative, le CEBO, tous ces acteurs qui ont accompagné au quotidien des entreprises, ont fait un boulot remarquable d'aller accompagner les entreprises pour les aider. Et à quelques mètres d'ici, vous avez le Principe Actif, qui est une agence de communication qui est juste au-dessus de la rue Morat, qui a bénéficié de ce fonds résilience, où vous avez une Anguénoise qui a une entreprise de chocolat solidaire de Fèves d'Or, qui a aussi bénéficié de cette aide. Voilà des entreprises différentes, mais qui ont pu bénéficier de ce fonds résilience qui les a accompagnés durant cette crise, qui est sans commune mesure. Et tout à l'heure, vous parliez des crédits. J'ai écouté hier le gouverneur de la Banque de France qui disait on ne va pas faire projection avec des chiffres à virgule, puisque sincèrement, on ne sait pas ce qui va se passer dans 6 mois, donc on fait des tendances. Et c'est un peu le problème aujourd'hui, c'est le côté, comment dire, où la perspective d'avenir est assez floue, et on a du mal à se projeter. Et donc c'est ça qui rend compliqué les choses. On a voté avant-hier, excusez-moi, à la région, une aide de 1 000 € pour les artisans, commerçants et restaurateurs, pour les aider à payer leur loyer. Cette aide sera mise en place au mois de janvier. Elle est là pour aider ces artisans et ces commerçants. C'est-à-dire, globalement, les commerçants qui ont dû fermer pour raisons administratives et les restaurateurs à payer leur loyer. C'est surtout les hôtels et les restaurants qui sont là vraiment dans la peine en ce moment, parce que là, eux, ils n'ont pas du tout réouvert. Alors, ils n'ont pas du tout réouvert, c'est pour ça que cette aide de 1 000 € qui va arriver là pour les mois de confinement va bienvenue. Je sais que j'ai été souvent sollicité sur ce sujet-là. Elle va venir compléter et amplifier ce qu'ont pu faire des propriétaires des murs, puisqu'ils l'État avait mis en place une défiscalisation sur une exonération de partielle des loyers. Exactement. Donc voilà ce qui a été mis. Il y a aussi le chèque numérique. On a mis une aide de 1 500 € pour les commerçants, pour les aider à numériser leurs ventes.
à acheter un appareil photo, à pouvoir se connecter, etc. On a dépensé 1 million d'euros sur cette aide, à 500 euros, c'est assez considérable. Et puis tout à l'heure on parlait d'industrie, on avait lancé un appel à projet sur l'industrie, 75 lauréats, quelques beaux lauréats à Saint-Leu ou dans le bassin d'emploi dans le Val d'Oise, 42 millions d'euros mis en place pour accompagner ces entreprises à réindustrialiser leur production en Ile-de-France. C'est l'enjeu, c'est l'opportunité d'une crise, c'est aussi pousser à refaire venir de la production en région Ile-de-France. C'est assez indispensable aujourd'hui, on s'en rend compte avec la crise qu'on a perdu l'outil industriel. Mais c'est surtout qu'on construit aussi beaucoup de logements en région parisienne, mais qu'à côté, il n'y a pas d'emploi à pourvoir. Donc c'est embêtant en fait. Il y a un vrai sujet, et j'étais il y a quelques semaines avec le préfet du Val d'Oise et avec la Fédération du bâtiment, qui ont fait les coulisses du bâtiment. Et en tant que président du Hub de la réussite et des écoles de la deuxième chance, on a fait visiter donc le projet de construction, la construction de la maison de l'enfance du département, où on pouvait faire découvrir aux jeunes ce qu'était aujourd'hui la construction d'un bâtiment de cette ampleur-là, où on voyait qu'il y a la préconstruction. On vient faire un peu du Lego aujourd'hui. C'est plus les parpaings avec le ciment et la bétonneuse comme on a pu le découvrir. Et il faut, ces jeunes-là, on a tous été dans cette situation à 16, 18 ou 20 ans, leur faire découvrir ces métiers-là, qui ont énormément évolué, où la technique les accompagne énormément, où là, il faut leur faire découvrir ces métiers, où il y a de l'employabilité dès la sortie du CFA. C'est ce qui est assez remarquable. Et puis surtout, pas trop loin de son domicile, puisqu'on veut désengarger les routes. De toute façon, on voit bien que l'aménagement des routes se rétrécit la fluidité, donc il y a encore plus d'embouteillages. Ça, c'est surtout valable dès qu'on veut aller vers Paris, finalement. Donc, comment va-t-on faire pour continuer à pouvoir réindustrialiser Pour réindustrialiser, tout à l'heure, vous l'avez dit, c'est multifactoriel. Vous avez un foncier industriel. Moi, j'ai piloté un beau travail à la région sur le foncier industriel, ce qui aboutit à ce que vous notiez tout à l'heure sur l'appel à projet qui est issu de ce travail que j'ai présidé. Vous avez aussi la SEM Patrimoine qu'on a créé avec la CDC, Arkea et la région pour acheter, nous, et porter de la réhabilitation de zones d'activité. On en a 2 en projet dans le Val d'Oise. Et c'est tous ces éléments-là, le fait d'accompagner les entreprises avec des appels à projets sur la réindustrialisation, le fait là on a exonéré par exemple, chose tout bête, vous savez il y a une taxe d'aménagement de la région sur le médical, sur les maisons de santé et sur l'aménagement industriel. En 2021, on exonérera les porteurs de projets sur cette taxe régionale pour faciliter les choses. Aujourd'hui, on a besoin de centres de santé, mais si on ne les accompagne pas en levant ces taxes-là, ça devient compliqué. On a une maison de santé qui s'est faite, qui se fait aujourd'hui, qui va se faire demain à Enghien-les-Bains, qui s'est faite à Deuil il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, il faut accompagner ces projets-là en simplifiant les choses. Souvent, en fin de compte, les porteurs de projets nous disent, au-delà de l'aide financière, il faut nous simplifier la vie, et c'est un peu la vocation qu'on a à la région, de simplifier la vie. Je vois à ma gauche une start-up, il y a des aides de la région. Il y a InnovUp, il y a PMUp, il y a TPUp pour aider les entreprises qui créent de l'emploi en Ile-de-France. Et ça d'ailleurs, on en reparlera en début d'année parce que c'est quand même très porteur d'espoir pour tous ceux qui ont des projets. Il faut pouvoir bénéficier de ces aides. En fait, finalement, quand on démarre une entreprise, et même quand on est une entreprise qui existe depuis longtemps, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. On ne peut plus rester seul, c'est fini. Non, on ne peut plus rester seul. Nous, on a créé aussi des clubs d'entreprise. C'est-à-dire que les lauréats de PMUp sont dans des clubs d'entreprise. Un lauréat symptomatique de ce que peut faire la région et comment on peut accompagner la région. Vous avez une entreprise que vous recevez souvent qui s'appelle Octopic, qu'on a visité ensemble il y a quelques mois, il y a quasiment 1 an maintenant, qui a été incubé au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains, qui a postulé à un PMUp, qui a gagné un PMUp de 250 000 €, qui a créé son siège social à Enghien, qui a maintenant une 50aine de salariés, et qui a annoncé cette semaine le fait qu'elle fasse son centre de recherche sur l'IA à Enghien-les-Bains. Voilà. C'est l'exemple typique de ce qu'on veut faire, c'est accompagner les porteurs de projets, les accompagner à développer, à créer de l'emploi et à ce qui reste sur le territoire.
Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, un beau cadeau, j'allais dire, de la région pour la fin de l'année. Alors, on ne peut pas faire de prévision, bien sûr, pour l'année prochaine. Donc là, les budgets sont clos pour la région. Disons que là, maintenant, vous allez distribuer ces aides parce que j'avais annoncé justement ce programme, notamment pour l'industrie, puisque ça vient d'être, il y a à peine 3 semaines que ça a été annoncé. Les chèques ne sont pas encore partis dans les entreprises, j'imagine. Ça va se faire au fil de l'eau. Alors ça, c'est au fil de l'eau. Là, on a revoté un budget sur 2021 où on remet en place ces aides-là. Pourquoi aujourd'hui on arrive à dégager 1,3 milliard parce qu'en 6 ans, on a fait énormément d'économies sur le fonctionnement de la région pour pouvoir mettre plus d'argent sur l'investissement, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir, entre guillemets, sortir les marges de manœuvre pour pouvoir investir dans l'économie francilienne. La puissance publique, elle ne crée pas d'emploi. Par contre, elle accompagne les créateurs d'emplois. C'est vraiment notre vocation. Oui, justement, on se plaint, enfin les Français se plaignent toujours du poids financier, du coût financier de la puissance publique. Donc là, il y a eu un gros effort. Est-ce qu'il y a encore des économies à faire au niveau de la région pour pouvoir dégager du budget? Il y a toujours un peu d'économies à faire, quelle que soit l'activité. Aujourd'hui, on a vraiment fait un énorme d'économies. Là, le but, c'est de réaffecter les crédits sur des priorités. Et donc là, la santé, on va aussi réhabiliter les salles de pause dans les hôpitaux pour les personnels soignants. Ce n'est pas dans nos prérogatives premières, mais au bout d'un moment, quand on voit que l'État ne le fait pas, il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Quand on voit que nous, on investit dans les commissariats, qui n'est pas notre vocation, quand on voit qu'on a mis à disposition, j'étais la semaine dernière encore, dans un lycée anguillois pour distribuer des ordinateurs aux élèves de seconde. On a distribué des ordinateurs à tous les élèves dans les établissements publics, puisque ça on l'a vu avant le Covid. Ça, c'est quelque chose qu'on fait en plus. On en donne même aux professeurs. Est-ce que c'est la vocation de la région? Est-ce que ça aurait été pas la vocation de l'État? L'État ne le fait pas, on le fait. Donc, oui, puisque la région est en charge de l'éducation au niveau des lycées notamment. Alors, elle est en charge du bâtiment des lycées, et pas forcément pas la pédagogie. Bien sûr. C'est l'État qui est en charge de la pédagogie, comme une municipalité est en charge du bâtiment de l'école et pas des enseignants. Alors Benjamin Schroun, merci pour ce tour d'horizon au niveau de la région, mais vous êtes également président de l'école de la seconde chance et du hub de la réussite. Alors quel bilan pour 2020? Alors le bilan 2020, il est mitigé, mais en même temps, il est porteur d'espoir. Parce que le premier confinement nous a obligés à changer totalement notre façon d'accompagner les jeunes. Totalement parce qu'en fait, on ne les voyait plus physiquement. Vous savez qu'on a, nous, des métiers, on a des jeunes sans diplôme, sans formation, qui sont souvent des décrocheurs longs, scolaires, où là, on a mis en place tout moyen de communication, j'allais vous dire. Nos formateurs sont mis sur Snapchat, sont mis sur TikTok, ils sont mis sur Instagram, ils sont mis sur WhatsApp, et on a communiqué et suivi nos jeunes comme ça. On a suivi, pour les écoles de deuxième chance, du Val d'Oise, 97. Alors là, c'est plutôt original ce que vous venez de dire, notamment TikTok et Snapchat. Comment vous avez fait? C'est-à-dire que vous demandiez aux jeunes sur quel réseau social ils voulaient... On disait aux jeunes, comment on peut communiquer avec toi? Ils nous disaient, là je suis sur TikTok, on faisait des... D'accord, donc chacun choisit son réseau. On a été agile. C'est-à-dire, là où ils répondaient, on y allait. Alors après, on a découvert aussi que l'agilité faisait que les horaires se décalaient. C'est qu'à 8h30, nos jeunes... Ils ne sont pas levés. Ils ne sont pas levés. Et à 23h, ils sont toujours levés. Ils sont toujours debout, par contre. Donc voilà, il a fallu aussi remettre des règles. Mais ça a été 97%. Je ne pense pas que beaucoup d'opérateurs qui font de la formation puissent avoir un taux aussi élevé. Et puis on a aussi été innovant. On a lancé et proposé au rectorat et au gouvernement les summer camps qui ont été largement copiés, mais je dis à mes équipes, quand on est copié, c'est qu'on a une bonne idée. Donc on a fait des summer camps, c'est la remobilisation de décrocheurs qui ont décroché pendant le confinement. Donc on les a fait au mois d'août, on les a fait les vacances de la Toussaint, on les fera aux vacances de... Et là, c'était toujours à distance ou bien c'était en présentiel? Là, c'est en présentiel, c'est des jeunes décrocheurs d'établissements, donc plutôt de 15-17 ans, qui sont décrocheurs d'établissements scolaires, où là on va les remobiliser, retravailler avec eux sur un projet professionnel, les ouvrir à la culture, au sport aussi, parce que on marche sur 3 pieds. Hein, c'est un ensemble en fait. Réussir, on va dire, l'insertion économique des jeunes, c'est
la culture, parce qu'il faut connaître les autres et son environnement, le sport pour se connaître soi-même, et la formation pour connaître un métier. Si on arrive à faire les trois, on arrive à faire réussir une jeunesse. Dans l'ensemble, à combien de temps un jeune peut-il rester à l'école de la seconde chance? L'école de la deuxième chance, en fin de compte, c'est 8 mois en gros, il reste chez nous. Alors, avec le confinement et avec cette période-là, on a un peu allongé parce que les périodes sont plus compliquées qu'une période classique. Et puis, l'objet, c'est de se faire sortir en emploi. Juste pour vous donner un exemple, le Hub, on accueille 1600 jeunes en école de la deuxième chance. On a 76% de nos jeunes qui ont une sortie positive. Une sortie positive, c'est quoi? C'est un emploi ou une formation diplômante qui sort vers un apprentissage. Donc on fait partie des écoles, on est la première école de France en termes de jeunes accueillis, on est partie des très bonnes écoles en termes de sortie positive, puisque la moyenne nationale est à 58%. 1600 jeunes par session de 8 mois, c'est énorme. 800 jeunes par an sur 3 départements, puisqu'on intervient sur le Val d'Oise, les Yvelines et la Seine-et-Marne. À quelle période peut-on intégrer l'école de la seconde chance? C'est tout le temps. Il n'y a pas de date. Donc si un parent nous entend en disant que son enfant décroche, à la limite, il vient taper à la porte de l'école. Il va sur le site, il peut prendre un rendez-vous, s'inscrire, demander une information et on va l'accueillir. Alors si vous dites que plus de 70% donc, des élèves trouvent un emploi à la sortie de l'école, comment faites-vous pour les accompagner? Et quel type d'emploi trouvent-ils? Alors tout emploi, ça dépend. Nous, notre travail, c'est une pépite qu'il faut faire éclore. Et donc, notre boulot, c'est de faire, déjà leur faire découvrir des métiers, leur faire verbaliser en fin de compte leur envie, les remettre à niveau pour qu'ils puissent aller faire une formation et leur faire découvrir des métiers par des stages en entreprise, puisque nos formations, c'est 50-50, on va dire 50% école, 50% entreprise. Et c'est comme ça qu'on arrive à pouvoir, et avec notre réseau d'entreprises, à pouvoir les insérer sur ces métiers. Et à tout métier, ça va du bâtiment à l'aide à la personne, à la vente, à tout métier confondu. Mais donnez-nous quelques exemples récents que ça donne des idées à nos auditeurs, Benjamin Schrone. Quelques exemples récents, là récemment, un exemple d'un ancien que je croise encore souvent, qui est arrivé chez nous sans bac, sans diplôme, sans formation, qu'on a fait rentrer en stage chez Atos, qui est aujourd'hui maintenant à un niveau BTS, qui est technicien chez Atos. Ou donne un deuxième exemple, on a ouvert depuis septembre à Fonconville une formation sur tout ce qui est numérique. Et là, on forme en formation qualifiante des jeunes sur la gestion de base de données, puisque vous savez qu'en fin de compte, le nerf de la guerre dans la gestion des data, c'est la base de données. Bien sûr. Et que souvent, en fin de compte, on a du mal à recruter des gens sur ce métier-là. Puisqu'on met rarement des ingénieurs sur ce métier-là, mais par contre, on met des gens à moins haut niveau de qualification, et là, on va les former sur ces métiers-là. On les forme en web designer, etc. Tous ces métiers-là, en fin de compte, on a un panel, en fin de compte, suivant les envies des jeunes, donc j'ai envie de dire, il y a quasiment 1600 métiers différents. Et pour un entrepreneur qui veut employer donc un jeune qui sort de l'école du Hub de la réussite, est-ce qu'il a des aides? Est-ce qu'il y a des programmes particuliers? Alors, il y aura des aides, s'il prend en apprentissage, les aides de l'État sur l'apprentissage. Par contre, ce qui est sécurisant pour lui, c'est que nous, il reste certes 8 mois chez nous, mais on a 1 an de post-parcours. Pendant 1 an, on va le suivre, même s'il est en entreprise, s'il a besoin de refaire 2 jours chez nous, s'il a besoin d'avoir un petit coup de fil pour être remotivé, ou pour lui rappeler les règles en entreprise, etc. Donc ça sécurise le chef d'entreprise, il n'est pas tout seul. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a ce succès-là, c'est que les chefs d'entreprise savent qu'ils peuvent compter sur nous s'il y a un accompagnement supplémentaire à faire. Comment vous situez les bassins d'emploi, notamment en Val d'Oise en ce moment? Comment ça se passe? Alors, vous avez 3 bassins compte tenu de la pandémie. Oui, vous avez 3 bassins d'emploi dans le Val d'Oise qui ont des noms qui ne sont pas tout le temps bien situés. Vous avez en gros le bassin d'emploi Cergy-Pontoise, qui est le Vexin puis Cergy-Pontoise. Le bassin d'emploi Est-Val d'Oise qui est au centre du Val d'Oise, comme son nom l'indique. Ça, c'est la zone de Roissy, voilà, Roissy élargie. Voilà. Un mardi sur 2, avec le préfet du Val d'Oise, on copilote une réunion qui est un comité départemental développement économique de la formation, de l'emploi. On réunit tous les acteurs pour faire des bilans sur 1, la consommation des aides, 2, les problématiques qu'ils rencontrent
pour lever les freins au fur et à mesure. On voyait encore il y a quelques semaines que, par exemple, au tribunal de commerce, il y avait 30% d'activité en moins. Parce que grâce aux aides, on a pu donner un souffle d'air aux entreprises et qu'ils puissent continuer leur activité et ne pas détruire de l'emploi. Donc on fait ça tous les 15 jours, et puis là on a repris les réunions des bassins d'emploi depuis 15 jours. Donc on a donné 3 priorités au bassin d'emploi dans le Val d'Oise. L'industrie, donc la réimplantation industrielle et l'accompagnement du développement industriel, y compris l'industrie touristique, puisqu'ici dans l'Est du Val d'Oise, on est quand même dans un bassin d'emploi où vous avez l'Isle-Adam, Enghien-les-Bains, Montmorency, donc vous avez un circuit touristique assez important, puis vous avez... Auvers-sur-Oise, Auvers-sur-Oise, voilà, Écouen, le château d'Écouen, enfin, voilà, il y a beaucoup de choses en Val d'Oise. Voilà, tous ces éléments-là où il faut qu'on reparte et qu'on accompagne les opérateurs de tourisme. Le deuxième, c'est les TPE et les restaurateurs, pour les accompagner et les faire bénéficier de toutes les aides qui sont mises en place par l'État et la région. Et le troisième, c'est l'emploi des jeunes. On sait très bien, puisque si vous regardez un peu les chiffres du Pôle emploi, la seule catégorie qui augmente nettement aujourd'hui, c'est la première inscription des jeunes diplômés. Alors, pourquoi ils s'inscrivent? Parce qu'ils n'ont pas le droit à chômage, ils sont par essence pas travailler, pas cotiser. Pas d'aide, voilà, pas d'aide. Parce qu'ils peuvent bénéficier de formation. Donc on voit que c'est la catégorie qui augmente le plus aujourd'hui, puisque globalement le chômage ne bouge pas beaucoup. C'est cette catégorie qui augmente. On sait très bien que nos jeunes qui sont en difficulté vont être les premières victimes de la crise et les derniers bénéficiaires de la reprise économique qui aura lieu dans quelques mois, j'espère. Merci Benjamin Schroun pour ce bilan, et on se retrouvera bien sûr en début d'année pour refaire un point, effectivement, et j'espère que ce sera positif. On poursuit notre deuxième thème du jour. Cette fois, on part dans l'industrie, dans le contrôle industriel et autres d'ailleurs, avec Sandra Haine. Sandra Haine, vous êtes DRH de DECRA Industriel, qui est spécialisée dans la prévention des risques techniques et humains, dans presque tous les secteurs finalement. Donc, quels sont... on va quand même présenter le groupe. C'est énorme, 3,4 milliards de chiffre d'affaires. 60 sur 65 pays, 45 000 personnes salariées, un groupe énorme qui fait un peu de tout. Un groupe effectivement international qui fait de tout, un groupe allemand qui historiquement en fait s'est constitué dans le contrôle technique sous forme d'association et qui avec le temps a élargi cette activité à l'ensemble du monde et à d'autres métiers, dont les métiers de DECRA Industriel en France, où nous sommes 3500 sur 90 sites et où nous avons certes nous sommes moins connus du grand public que l'activité de contrôle technique, mais pour autant nous sommes présents sur l'ensemble des secteurs d'activité, tant chez un petit artisan que dans une grande entreprise. On est présent par exemple dans le contrôle technique construction, on assure la réception en sécurité des bâtiments. On est présent aussi dans les visites périodiques réglementaires, que ce soit pour des contrôles d'électricité, des contrôles de levage. On est présent aussi dans tout ce qui est mesure de l'air, mesure de l'eau, pour détecter notamment des normes de pollution. Donc on est vraiment présent sur une typologie de clients très différents, dans des secteurs d'activité différents. Et là, on essaye d'innover aussi dans le contexte particulier de la pandémie, en étant présent sur de nouveaux marchés, sur de nouvelles activités. Oui, c'est-à-dire que vous faites de la détection de la Covid, c'est ça que vous voulez dire. Exactement. Et j'ai vu que vous faisiez aussi d'autres choses qui m'ont semblé, dont on parle jamais en fait, c'est la maîtrise par exemple des risques agricoles. Exactement. Donc là, on s'imagine mal ce qui peut arriver dans une entreprise agricole. Alors bon, on pense au gaz quand on y a du stock, j'imagine que c'est ça, peut-être. Il y a aussi du prélèvement de surface. On va détecter des normes de pollution, on va intervenir vraiment dans différents domaines d'activité. Et puis, d'ailleurs, vous avez parlé du bâtiment. Là, il faut annoncer qu'il y a des nouvelles mesures qui changent en 2021, notamment dans le contrôle et l'inspection des chaudières. Alors ça, c'est plutôt pour estimer en fait la déperdition de chaleur. Donc ça, c'est nouveau. Pour vous, nouveau métier, ça veut dire aussi nouvelle formation en fait. Ça veut dire nouveau métier, ça veut dire nouvelle formation, ça veut dire aussi agilité de nos équipes,
puisque notre activité s'adosse en grande partie à la réglementation, donc doit s'adapter aussi à l'évolution de cette même réglementation, ce qui veut dire que d'un point de vue RH, effectivement, en termes de veille, on doit être évidemment au fait de tout ce qui se passe, mais qu'on doit être aussi en capacité d'adapter les compétences de nos équipes à ces évolutions-là. Alors, et puis, comme vous le disiez, tout le monde vous connaît pour le contrôle technique automobile. Ouais. Ce qu'on sait moins aussi, c'est ce que vous faites, notamment la mesure de champ électromagnétique, la continuité des liaisons radioélectriques. C'est pour qui ce type de contrôle? Alors, c'est pour la téléphonie, donc c'est un marché spécifique. On va avoir comme ça des activités un peu atypiques. On va faire notamment aussi des contrôles à l'aide de drones. Sur des tours qui sont difficilement accessibles dans des conditions normales. On fait aussi des contrôles avec des équipes spécialisées qui font du cordage pour accéder à des environnements très difficiles. Donc il y a vraiment, je dirais, des activités qui sont assez classiques, connues du grand public, mais il y a aussi des choses très atypiques. La partie cachée, parce que vous intervenez aussi, donc on l'a dit, en environnement, vous intervenez en bâtiment, vous intervenez dans plein de secteurs agricoles. Voilà. On fait de l'accompagnement de projet en amont justement aussi des contrôles qu'on propose à nos clients. Alors vous faites aussi des contrôles par drone, vous venez de le dire, ça veut dire que vous confiez des missions à des spécialistes. Est-ce que c'est facile de trouver, parce que c'est des niches j'imagine, ou est-ce que ça se développe par contre le drone? Est-ce que c'est facile de trouver des spécialistes qui pilotent les drones? Alors on a des équipes dédiées évidemment sur cette activité-là qui reste pour l'instant une activité de niche parce que ça reste limité à des équipements très particuliers. Mais pour autant, ça nous semblait important de pouvoir offrir ce service-là à nos clients et d'être présent aussi sur des marchés un peu plus difficiles, on va dire, mais tout aussi importants. Alors vous faites de la prévention des risques sur la route, au travail ou à domicile. Qu'est-ce que ça veut dire sur la route? Est-ce que c'est pour réserver aux bâtiments ou est-ce que c'est pour d'autres métiers également? Alors sur la route, on va être essentiellement dans l'activité de contrôle technique. Qui nous permet d'assurer qu'effectivement nos voitures, enfin les voitures des uns et des autres circulent en toute sécurité, mais on développe aussi des activités autour des nouvelles formes de mobilité, notamment toutes ces trottinettes électriques qu'on a vues circuler à tout va et pour lesquelles finalement il n'y avait pas de normes de suivi. Donc effectivement on travaille sur ces sujets-là. On a aussi un centre à Malaga qui nous permet de travailler sur du crash test pour les véhicules. Donc il y a à la fois ce qu'on voit encore une fois qui est le contrôle technique grand public, qui fait qu'on nous connaît, mais il y a aussi des activités plus spécifiques dans ce domaine. Donc vous êtes la DRH, donc vous gérez plus de 3500 personnes. C'est ça. Comment ça se passe? Comment on gère autant de personnes? Est-ce que les bilans annuels ont toujours la cote? Comment, en temps de pandémie, devient-on agile, Sandra Haine? Alors, en temps de pandémie, je dirais, on devient agile par nécessité, par urgence, parce que comme tout le monde, en fait, on s'est retrouvé dans une situation où, du jour au lendemain, on a dû s'adapter. Effectivement, quand vous devez vous adapter avec 3500 personnes, c'est un peu plus compliqué que de s'adapter avec un peu moins de monde, mais on y est arrivé. On y est arrivé de plusieurs façons. D'abord, en organisant le télétravail. On n'avait pas d'accord préexistant, donc on s'est adapté. Donc on a équipé nos équipes aussi en ordinateur portable pour pouvoir justement organiser ça. On a continué à maintenir une partie de notre activité malgré le confinement, puisqu'on travaille pour les hôpitaux, pour les centrales nucléaires, en tout cas pour toutes ces activités qui restent essentielles. Donc on a maintenu une partie de notre activité. On a aussi négocié avec nos partenaires sociaux un accord d'activité partielle. Et grâce à un dialogue social qui est très constructif au sein de l'entreprise, on a pu maintenir le salaire de nos collaborateurs sur l'ensemble de la période de confinement. Et pour nous, c'était important de pouvoir donner cette sécurité-là. Donc entre le mois de mars et fin mai, nous avons maintenu l'intégralité des salaires de nos collaborateurs. Vous voulez dire sans faire appel aux aides, c'est ça que vous voulez dire? Non, c'est-à-dire en complément des aides en fait. En complément, carrément. Complément des aides, ouais. Et donc du coup, c'est énorme comme effort de la part. Est-ce que c'est parce que vous êtes dans la mentalité de l'associatif en fait, puisque vous êtes issu de l'associatif? Est-ce qu'il y a des actionnaires au sein de DECRA? Alors on n'est pas dans un format effectivement d'actionnariat comme certains de nos concurrents peuvent être. Et cet ADN d'association
Il est encore présent, même si la structure juridique de l'entreprise a évolué depuis sa création en 1925, donc ça date un peu. On est pour autant encore dans cet esprit très associatif, mais dans le sens positif du terme, dans le sens collaboratif, dans le sens bienveillant du terme. Et pour nous, passer ce cap en continuant à maintenir l'engagement de nos collaborateurs, c'était important. On recrute chez Décret Industriel 700 collaborateurs par an. Ça veut dire qu'on reçoit 4500 candidats en process de recrutement. On adresse 33 000 CV. Donc on est une grosse machine. Et pour nous, c'est important de maintenir l'engagement de nos collaborateurs. Et justement, ça nous intéresse, et je pense que ça intéresse les auditeurs de savoir comment vous faites pour gérer 33 000 candidatures qui arrivent. Est-ce que tout est centralisé? Est-ce que c'est décentralisé? Puisque vous avez des antennes partout en France, finalement. Alors, j'ai une équipe de recrutement qui est super. Ça aide beaucoup, effectivement. En fait, on a une organisation qui, aujourd'hui, est bien structurée. J'ai une équipe de recrutement qui, en fait, centralise les demandes de recrutement des différentes entités et ensuite qui les adresse par logique régionale en s'appuyant sur l'équipe des responsables régionaux ressources humaines. Et ça nous permet d'avoir un pilotage relativement fin, puisque quand on est dans des volumétries aussi importantes, on a besoin d'être structuré. Et puis on a besoin aussi de répondre aux besoins agiles du terrain, puisque à certains moments, un besoin peut être d'actualité, il peut disparaître la semaine suivante, un nouveau peut émerger. Donc l'équipe doit aussi être agile en corollaire pour autant d'un volume important de recrutement adressé. Continuons justement sur ces problèmes ou ces avantages, parce que vous recrutez, c'est quand même plutôt positif. Ah oui, oui. Vous avez beaucoup de postes à pourvoir en ce moment, malgré la pandémie, ou est-ce que du coup vous avez réduit le nombre de postes? Alors on a continué à recruter pendant le confinement. On a continué à recruter pendant le confinement à la fois nos effectifs permanents, mais aussi nos alternants, puisqu'on a fait le pari finalement que c'était une situation conjoncturelle, que c'était un mauvais cap à passer et qu'aux sorties de la crise, on pourrait retrouver une activité normale. La situation est quand même plus compliquée qu'on ne l'avait anticipé, puisque la reprise est quand même assez différenciée selon certaines activités. C'est-à-dire et selon les régions, non? Alors selon les régions, oui, puisqu'effectivement, par exemple, le domaine de la construction a plus de mal à repartir. Et donc les régions qui ont des marchés de construction importants sont plus en difficulté que d'autres. Donc pour vous, le premier domaine, c'est la construction? Alors c'est pas non, oui, en difficulté, c'est la construction, c'est la formation externe, puisque nos clients hésitent à envoyer leurs salariés en formation. Et puis il y a aussi une partie de notre activité de conseil en amont de projet qui forcément est ralentie puisque les projets de nos clients sont eux-mêmes ralentis. Donc forcément, voilà. Mais globalement, je dirais, la diversité de nos activités nous a permis de traverser la période sans casse, on va dire ça comme ça, et puis d'envisager l'avenir sereinement, même si effectivement, comme toutes les entreprises, la reprise n'est pas linéaire, facile et c'est pas comme avant. Non, comme on dit, la vie d'avant, elle est loin derrière nous finalement. Exactement. Et on sait qu'on en a encore au moins pour 6 mois. En attendant, on espère que le virus va diminuer quand même. C'est l'absence de visibilité effectivement qui est assez compliquée, mais on essaye de... On s'adapte, c'est ça que vous voulez dire. C'est ça. Alors justement, pour vous adapter, vous avez prononcé le mot magique, j'allais dire, c'est l'agilité. Oui. Donc, on est tous obligés, comme vous dites, d'être agiles. Alors, vous avez été labellisé, si je puis dire. Ça s'appelle par le Happy Index Trainee 2021. Donc, c'est un label que vous allez porter toute l'année, mais qui vient de vous être décerné. Et justement, par l'agence de la région Île-de-France, qui s'appelle Choose My Company. Et ce label récompense car vous avez pris... des stagiaires et des alternants, c'est ça? Exactement. On a mené en 2020 une politique volontariste d'alternance avec l'objectif d'intégrer 150 alternants sur l'année. Ce qui représente, je dirais, un nombre de jeunes à encadrer important. Mais c'était pour nous une volonté de contribuer à notre niveau à l'emploi des jeunes. Et ce label, en fait, vient récompenser l'engagement de nos managers et donc des tuteurs de ces jeunes
à la fois dans leur accompagnement, mais aussi dans l'intérêt des missions. Et ce qui est intéressant dans ce label, c'est qu'en fait, il est décerné par la notation des alternants eux-mêmes, qui ont été questionnés sur un certain nombre d'items, sur leur satisfaction de l'accueil au sein de l'entreprise, sur l'intérêt des missions, sur la qualité de l'encadrement, etc. Donc tout ça est très codifié. Et donc ils répondent à cette enquête, et à l'issue de cette enquête, on a eu un taux de satisfaction au-delà de 80%, ce qui nous a permis d'obtenir ce label dont on est très fiers parce que voilà, il y a de quoi ? C'est les alternants eux-mêmes qui nous l'ont décerné. Et donc finalement, ça n'est pas vous qui avez répondu à une enquête spécifique, c'est les 150 alternants qui ont été interrogés eux-mêmes. Ils ont été interrogés, exactement. Donc ce sont les écoles finalement qui interrogent en quelque sorte. C'est ça, enfin c'est l'organisme qui décerne les labels, et c'est pour nous aussi une façon, je dirais, de montrer aux jeunes que, je dirais, c'est la bonne entreprise pour les préparer à leur emploi de demain. En fait, c'est même très important pour les entreprises d'avoir ce type de label parce que du coup, ça sécurise pour trouver les talents, comme on dit, de demain. Parce que j'imagine que c'est pas tout rose d'embaucher 700 personnes par an. On a quelquefois du mal à trouver ce que l'on cherche. Non, c'est pas votre cas? Alors si, on a des difficultés. Puis il y a de la concurrence aussi avec les différentes entreprises intervenant dans le secteur. Hein. On est un peu tous dans les mêmes situations. Donc l'attractivité de l'entreprise est très importante pour faire la différence. Et ça, c'est un élément différenciant important. Voilà, le Happy Trainee 2021 vient de vous être décerné pour 150 alternants. Quels sont les métiers de ces alternants en fait ? Alors, ils sont présents dans tous les métiers. Il y en a un certain nombre qui vont être dans des métiers où ils vont apprendre l'inspection technique en alternance, donc dans des métiers qu'on appelle de production. Vous allez avoir des alternants qui vont être sur des métiers d'ingénieur, notamment dans le bâtiment génie civil, où on va leur apprendre à accompagner des projets. Et vous allez avoir aussi des alternants dans les fonctions support, dans le marketing, dans l'administration des ventes, dans la communication, etc. On offre en plus un panel de possibilités dans toutes les activités. Alors Sandra Haine, vous êtes, je rappelle, DRH chez Dekra Industrial. C'est une filiale du groupe Dekra qu'on connaît tous, bien sûr. Je rappelle que c'est quand même 3,4 milliards de chiffre d'affaires, 45 000 personnes dans le monde, dans environ 65 pays. Les alternants, c'est une politique que vous allez poursuivre. Est-ce que c'était nouveau d'embaucher autant d'alternants cette année, en 2020 ? Oui, c'était nouveau. On était plutôt avant sur des ordres de grandeur de 40 alternants par an et avec un focus sur des alternants de production, entre guillemets. Et j'ai voulu vraiment élargir cette politique et rentrer vraiment dans une logique de favoriser l'emploi des jeunes, dans une logique de marque employeur et puis aussi d'élargissement de nos viviers, puisque c'est important pour moi qu'on ait pu former un certain nombre de personnes à nos méthodes, à nos métiers, à notre culture. Et puis on se rend compte qu'en termes de fidélisation, les jeunes qu'on a formés restent beaucoup plus longtemps avec nous. Donc, voilà. Vous espérez en garder combien sur les 150 ? Quel est le pourcentage habituel ? Parce qu'il y a ceux qui ne veulent pas rester, il y en a deux qui changent de profession. Enfin, oui, c'est difficile de vous dire comme ça, puisqu'on n'était pas dans des volumétries aussi significatives jusqu'à présent. Mais en tout cas, sur les alternants productifs qu'on avait jusqu'à présent, on en gardait plus de 85-90%. Donc on avait un taux de transformation qui est très important. Alors ça, c'est pour le côté donc jeune emploi. Il y a aussi quelque chose de très intéressant que vous avez mis en place cette année avec justement du fait de la pandémie. C'est encore l'agilité qui vous a permis, qui vous a fait penser, j'imagine. C'est que vous avez racheté une application mobile. Oui. Vous avez développé carrément pour les salariés cette fois. Carrément. Vous avez racheté une application qui s'appelle MedaCare, en fait, une start-up. Vous avez intégré une start-up de protection du salarié, en fait. En fait, cette start-up nous a intéressés puisqu'en fait, elle partait d'un constat qui nous a parlé, c'est de dire aujourd'hui, on est dans une période où on parle beaucoup de bien-être, de qualité de vie au travail, de santé, etc. On voit fleurir les applications sur Internet autour de comment bien dormir, comment perdre du poids, comment bref. Comment se nourrir. Exactement. Voilà. Et pour autant,
qu'est-ce qui garantit la fiabilité des informations qu'on vous donne sur ces applications, des instructions qu'on vous donne quand on vous dit il faut manger ci, pas ça, etc. Qu'est-ce qui vous dit que finalement c'est la bonne information? Et cette start-up qu'on a rachetée était partie du constat qu'autant le monde était réglementé dans tout ce qui était industriel, autant dans le monde du digital, il n'y avait aucune forme de réglementation. Et finalement, on pouvait plus ou moins y dire, y faire ce qu'on voulait. Et donc l'idée de cette start-up, c'était d'apporter aussi de la certification dans le monde du digital et de garantir aux utilisateurs que quand ils regardaient un conseil sur une appli, le conseil était justifié, était juste. Et donc on a acheté cette appli, donc on l'utilise effectivement pour nos collaborateurs, dans ce qu'on appelle le kiosque santé. Mais l'idée aussi de cette application, c'est de pouvoir la proposer à des DRH d'autres entreprises. On en fait une activité en tant que telle pour que dans le cadre de leur politique qualité de vie au travail, ils puissent proposer ces services-là à leurs clients. Ou à Groupama, par exemple, est un de nos clients, alors, il y en a d'autres. Mais voilà, donc vous leur proposez également cette solution du suivi de bien-être et de santé. Exactement. Alors, c'est intéressant parce que vous avez défini finalement 5 grandes catégories. Ouais. Quelles sont-elles, Sandra Haine? Alors, on a des choses autour de l'inclusion pour effectivement, je dirais, aider les personnes les plus fragilisées. Alors, c'est des informations extrêmement concrètes. On a aussi des applications autour de la santé. On a des applications autour du sommeil, de la nutrition, enfin il y a des choses très différentes. Oui, même la méditer chez soi, vous invitez les salariés à méditer. Voilà, en fait ça c'est l'intérêt, c'est avéré avec le télétravail en fait, où on s'est dit que finalement ça faisait partie des choses. On a du temps. Voilà, c'est ça. On a une occupation différente du temps en tout cas. Il y a une application qui s'appelle Rouler éveillé, puisqu'on a des populations qui passent beaucoup de temps sur la route. Bon, voilà, puis après on va élargir le scope forcément au fil du temps. Au fil du temps. Et du coup, le fait que les salariés soient en télétravail pour beaucoup, ça oblige tout le monde à répartir son temps un peu différemment. Ouais. Au niveau de l'impact du travail, en tant que DRH, vous sentez que c'est mieux, les gens sont plus productifs, moins productifs? Est-ce qu'ils ont perdu le moral? Est-ce que c'est pour ça que vous avez souscrit à ce type d'application? En fait, le télétravail s'est mis en place, comme je le disais, de façon contextuelle et sanitaire, donc sans forcément l'avoir préparé. Finalement, on s'est rendu compte que ça fonctionne. Pour autant, on souhaite aller vers quelque chose de plus structuré et nous allons négocier un accord de télétravail avec nos partenaires sociaux pour le pérenniser dans le temps. À combien de jours vous l'envisagez par semaine? Le projet aujourd'hui autour de 2 jours par semaine. Je dirais, on n'a pas mesuré forcément la productivité pendant cette période-là qui est quand même très particulière. C'est pas du télétravail normal, on va dire. Donc, oui, parce qu'il y avait quand même une baisse, j'imagine, de chiffre d'affaires, de demande, oui, d'activité de toute façon. C'est quand même très particulier et on verra comment tout ça évolue. Mais c'est vrai que le télétravail, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, les collaborateurs avaient aussi besoin de se retrouver ensemble, même si c'est dans une forme aujourd'hui différente avec la pandémie, mais que le risque d'isolement n'était pas neutre si on passait sur du tout télétravail. Et on s'est rendu compte à la sortie du premier confinement, où finalement on était tous isolés, ça a fait du bien quand même de retrouver ses collègues, de retrouver le collectif, de retrouver les équipes. Donc il faut qu'on trouve en fait un équilibre entre un télétravail qui soit un vrai levier de qualité de vie au travail pour nos équipes, mais aussi quelque chose qui ne remette pas en cause l'appartenance au collectif de travail et finalement le bien-être au travail de nos collaborateurs. Est-ce que vous avez fait une enquête auprès des salariés pour savoir ce qu'ils préféraient en fait au niveau du temps de télétravail ou au niveau du travail en équipe au bureau? On l'a fait de façon, je dirais, plutôt informelle et plutôt par retour d'expérience de ce qu'on a mis en place actuellement. Où on se rend compte que sur 2 jours par semaine, on serait pas mal. Mais ça fera l'objet de toute façon d'une négo avec... Bien sûr, à venir. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour le futur? Comment vous envisagez l'avenir si cette pandémie dure? Et s'il y a un 3e reconfinement dont on commence déjà à parler, malheureusement? Je pense qu'encore une fois, on va obliger d'être...
on va être obligé d'être agile. Alors on a un certain nombre d'outils qui peuvent nous y aider. Nous avons négocié notamment un accord d'activité partielle longue durée sur l'ensemble de l'entreprise, qui est un des amortisseurs, je dirais, de la crise. Bon, évidemment, la priorité, c'est de produire et de servir nos clients, mais si effectivement, d'aventure, ça devait pas se produire comme ça, et ben dans ce cas-là, on s'ajustera et l'accord qu'on a signé nous y aidera. Au niveau de l'activité, il y a quand même des activités qui ne peuvent pas fermer du tout finalement dans votre domaine du contrôle. Oui, complètement. Les hôpitaux, les centrales nucléaires, l'agroalimentaire, il y a des activités effectivement qui sont fondamentales à la continuité de la vie économique de l'entreprise. Et nos équipes ont été vraiment remarquables pendant cette période-là, qui était quand même très angoissante, et ont continué à intervenir et à servir les clients. Voilà, je pense qu'il faut leur tirer aussi un coup de chapeau pour ça, parce que continuer à travailler dans cette période-là, c'était vraiment pas simple. C'est vrai qu'en plus, on a tous peur d'attraper le Covid, non pas parce qu'on a peur de la maladie, mais parce qu'on a peur de savoir comment notre corps va réagir Exactement. à cette maladie, en fait. Et nous le suivons de très près, puisque nous avons une cellule de crise hebdomadaire qui suit de façon très structurée les cas de Covid au sein de l'entreprise, avec identification des cas contacts, mesures d'isolement, etc. Est-ce que ça a, Sandra Haine, je rappelle que vous êtes DRH du groupe Dekra Industrial, est-ce que ça a changé votre métier de responsable des ressources humaines ? Je pense qu'effectivement, ça a changé notre métier dans le sens en fait, où on s'est retrouvé sur tous les fronts. On s'est retrouvé sur le front de l'organisation agile des collaborateurs à mettre en télétravail, à équiper en informatique. On s'est aussi retrouvé à gérer les risques psychosociaux d'une période qui était quand même profondément angoissante. Et puis on s'est retrouvé aussi à négocier avec les partenaires sociaux, notamment les accords d'activité partielle. Donc on s'est retrouvé un peu sur tous les fronts. On s'est retrouvé aussi à continuer à organiser le management à distance, puisque ça aussi c'était nouveau. Comment on maintient le lien managérial avec les équipes quand vous avez 3500 collaborateurs sur 90 sites et que tout le monde est confiné ou presque. Maintenir le lien managérial, c'est pas évident. Donc on était sur ce front-là aussi. Donc oui, je pense que ça a montré la fonction DRH d'une façon différente pour l'ensemble des entreprises. Et puis nous, ça nous a effectivement beaucoup sollicité, puis ça nous a aussi beaucoup appris, et ça nous a aussi montré qu'on ne peut pas tout prévoir à l'avance et que c'est très important de savoir s'adapter rapidement. Finalement, on redevient plus humble qu'avant, c'est ça que peut-être un peu vous voulez dire. D'une certaine façon, on se rend compte que finalement, on ne peut pas tout maîtriser. L'important, c'est de savoir s'adapter le mieux possible et de ne pas perdre de vue qu'effectivement, derrière, il y a des collaborateurs, il y a leur santé physique, mais il y a aussi leur santé mentale. On parlait de bien-être tout à l'heure, mais c'est un vrai sujet. Ça vous a fait mettre le doigt là-dessus, que la santé mentale, finalement, auparavant, on n'y pensait pas ? On y pensait, mais je ne pense pas de façon aussi stigmatisante, parce que quand vous regardez entre le moment où vous allumez votre télé, où on vous parle de crise sanitaire, le moment où vous êtes dans votre voiture, on vous parle de crise sanitaire, le moment où vous êtes au bureau. Les infos reviennent en boucle. Voilà, et on n'en peut plus, c'est ça que vous voulez dire. Vous baignez dedans tout le temps, donc effectivement, ça crée un contexte forcément angoissant, un peu plus anxiogène que d'habitude. Alors justement, dans votre métier toujours de DRH, est-ce que vous allez garder les anciennes méthodes? Que deviennent les méthodes d'évaluation justement ou des bilans annuels? Est-ce que ça va exister encore? Comment vous envisagez le futur dans votre métier à l'avenir? Alors je pense que garder le principe des entretiens individuels, c'est important parce que c'est un moment privilégié d'échange entre le collaborateur et son manager. Après, ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas se parler le reste de l'année, mais en tout cas, c'est un moment privilégié d'échange. Après, ça va peut-être se faire de façon différente. Ça va peut-être se faire par des outils collaboratifs, des Teams, des Zooms. Je pense qu'on apprend aussi à communiquer de façon différente. On apprend aussi à organiser nos déplacements de façon différente, à communiquer de façon différente. On se rend compte que finalement, le déplacement physique, même s'il est important, il n'est pas forcément toujours essentiel. Et on réfléchit vraiment, je pense, nos modes d'organisation du travail, notre rapport au travail de façon différente. Alors, ça va déboucher sur une nouvelle politique, j'imagine, en recrutement pour 2021 ? Vous allez vous adapter selon l'activité ? Oui, on va s'adapter selon l'activité.
On a d'ores et déjà identifié les métiers sur lesquels la reprise est compliquée, donc je dirais on y va prudemment sur ces métiers-là. Mais encore une fois, on reste optimiste, on croit en l'avenir, on est un beau groupe. On a montré qu'on savait passer le choc et cet accord de maintien de salaire nous a permis vraiment d'adresser un signe positif. Donc on va continuer sur cette lancée. Et puis je rappelle vos deux initiatives très intéressantes dont on a parlé juste avant, c'est cette labellisation Happy Training, donc ce qui labellise DECRA Industrial, et puis ce rachat de start-up pour le bien-être des salariés qui s'appelle Medacare, voilà, qui propose justement un peu de tout finalement, de la nutrition, jusqu'à faire donc des exercices de relaxation, à méditer chez soi, de l'inclusion avec les services qui sont proposés sur cette application et que vous pouvez proposer à vos clients en plus. C'est ça, c'est prendre soin de soi en toute sécurité. Donc on va vous souhaiter de très belles fêtes, bien sûr, Sandra. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre finalement? Qu'est-ce qu'il faut souhaiter au groupe DECRA Industrial? Il faut lui souhaiter de continuer à pouvoir servir ses clients comme il l'a fait en 2020, toujours mieux, de continuer à pouvoir proposer de nouveaux services, parce que ça a été aussi l'occasion de nous réinventer finalement. Et puis voilà, ce sera déjà bien. Et ce sera déjà bien, donc en tout cas, bonne fête. Merci à vous. Tu reprends? Je reprends tout de suite. Merci en tout cas Sandra N pour ce détail des pratiques de ressources humaines chez DECRA Industrial. Agile très rapidement et qu'en fait c'est une question de volonté de tous. Puis c'est une question de mobilisation de tous surtout, puisqu'il y a des équipes vraiment qui ont été très présentes tous ces mois et qui ont su continuer à tenir le cap pour traverser la tempête. Et voilà, je voudrais profiter pour les saluer aussi. Alors comment ça se passe, c'est ma dernière question, comment ça se passe entre le big boss tout en haut et comment viennent les idées, qui les influe, est-ce que c'est... Et vous finalement, les ressources humaines? Alors c'est un binôme, on se parle beaucoup tous les jours de beaucoup de sujets, et puis après il y a aussi une instance collective qui est un comité exécutif dans lequel on prend les décisions que les uns et les autres posent, mais on a effectivement cette fluidité dans la relation qui fait que on a des sensibilités différentes, des approches différentes entre les finances, les RH, la production. Voilà, on essaye de tous contribuer à la pérennité de DECRA et ça se passe bien. Merci beaucoup pour tout ce tour d'horizon, Sandra N, des fonctions de DRH qui sont multiples, effectivement. Alors, on va changer de sujet, si vous voulez bien, grâce à Viviane Gonnet qui vient de créer Alter Planète. Viviane Gonnet, alors vous, c'est complètement différent parce que autant là, à vos côtés, un grand groupe industriel en France, vous travaillez toute seule, puisque vous êtes, à la base, vous êtes kiné, ostéopathe. C'est ça. Donc en fait, Alterplanète, on l'a créé. Alors j'ai démarré le projet toute seule, mais aujourd'hui nous sommes deux associés. Donc on travaille à deux sur ce projet de création de matériel d'équitation écologique. En fait, l'idée fondamentale, c'était de pouvoir sortir en fait la filière équestre du tout pétrole que l'on rencontre finalement dans tout le textile, et donc de pouvoir remplacer toutes les fibres polyester et revenir sur des fibres vraiment naturelles. Mais en tant que kiné, puisque vous exercez toujours tout en créant votre start-up, comment vous est venue cette idée? Eh bien écoutez, je suis ravie que vous me posiez cette question parce que finalement je me retrouve entre deux de vos invités qui sont complètement dans le contexte de ce qui m'a poussée à créer la boîte. C'est-à-dire que moi je suis kiné depuis 20 ans, je m'occupe des gens, de leur bien-être, de leur santé, de leur accompagnement. Il se trouve que depuis une dizaine d'années, sur la table de mon cabinet, j'ai de plus en plus de gens qui sont en burn-out, qui donc déclenchent des douleurs physiques, des problèmes et qui sont réellement liés à des problématiques d'entreprise. Et donc c'est vrai qu'il y a eu un moment où je me suis vraiment posé la question finalement de l'impact que je pouvais avoir moi en tant qu'être humain sur ces personnes-là, et ça a été aussi une des raisons qui m'a poussée à créer une entreprise dans laquelle les conditions de travail puissent
être différentes et permettre finalement le bien-être au travail. Et je suis ravie de voir que dans des grands groupes comme DECRA, on peut partager vraiment ces valeurs et ça me conforte dans l'idée qu'on peut réussir et que c'est en partageant ces valeurs avec les salariés qu'on va pouvoir avancer vers un monde meilleur et finalement passer à ce fameux monde de demain dont tout le monde parlait dans le premier confinement. Et c'est vrai que un autre des axes hors le côté écologique, puisque c'est mon côté social qui parle aussi là depuis mes 20 ans de kiné, c'est de pouvoir en fait créer aussi une entreprise qui permette à des jeunes ou moins jeunes de retrouver finalement de l'emploi avec des possibilités donc au niveau d'Alterplanète. Nous on va fabriquer du matériel d'équitation. La fabrication du matériel d'équitation c'est très vaste. Il y a des choses qui sont très compliquées, très techniques, qui vont demander des grosses entreprises, et il y a un certain nombre de matériels qui aujourd'hui encore doivent se fabriquer à la main parce que c'est des cordes qu'il faut, sur lesquelles il faut faire des nœuds, sur des choses comme ça. Et ça peut être pour moi un vrai levier pour des gens qui n'ont aucune formation, qui peuvent être sortis de l'emploi, donc soit des très jeunes, soit des gens qui veulent se plus réorienter. Et de remettre en fait un pied dans une entreprise par un biais de production dans une entreprise qui a du sens et leur permettre par là d'accéder après à de la formation finalement qui pourrait les emmener vraiment sur un retour finalement à de l'emploi et à une vie sociale beaucoup plus épanouie. Donc c'est vrai que ça paraît très très différent. On a choisi un secteur un peu particulier, mais finalement ici on est à Anguin, on est en terre de cheval, donc c'est vraiment le bon milieu pour en parler. Pour moi le cheval c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis. C'est une passion j'imagine. Je traînais mes enfants au poney club à l'âge de 4 ans. À mon époque, à 4 ans, on n'avait pas le droit de faire du poney. Mais j'y allais quand même tous les week-ends. C'était quelque chose de vraiment primordial. Aujourd'hui, on a bien vu avec les confinements que le rapport à la nature, aux extérieurs, donc aux activités équestres, c'est quelque chose qui est très important. Il semblerait que la Fédération française d'équitation soit la seule fédération ayant augmenté ses licenciés en cette année 2020, puisqu'il y a une vraie demande pour l'extérieur. Ici, on est en Île-de-France, on est quand même dans la première région en termes de licenciés, on va dire la deuxième région équestre de France, puisque la Normandie est encore... il y a beaucoup de haras et de courses de chevaux là-bas, c'est vrai. Les courses, etc. Et donc c'est vrai que voilà, c'est quelque chose... Et puis le Val d'Oise et l'Essonne et les Yvelines sont très verts, donc il y a de quoi faire des belles promenades, j'imagine. Il y a de la place pour de la promenade, il y a de nombreux haras, il y a de nombreux centres équestres, il y a de la place pour tout le monde. Et c'est vrai que voilà, moi j'ai constaté, alors avant la crise, l'idée est venue avant la crise, puisque c'était plutôt septembre 2019, en fait, où c'est quelque chose qui est venu tout bêtement. Moi j'ai une fille qui a 14 ans qui a voulu commencer la compétition équestre, en fait, et pour ça il faut acheter un petit peu de matériel. Et je me suis rendue dans un magasin d'équitation tout à fait classique. Et là, j'ai fait quelque chose que je fais pour moi, dans les vêtements, dans l'alimentation, etc. J'ai commencé à regarder les étiquettes. Et j'ai pris peur. J'ai pris peur parce qu'en fait, tous les matériaux qui sont utilisés aujourd'hui pour fabriquer l'équipement du cheval, en fait, sont les matériaux synthétiques les plus polluants, non recyclables. Et en fait, personne ne se pose la question. C'est-à-dire qu'il n'y a que ça qui est proposé. Alors, vous avez le choix entre ça, éventuellement un certain nombre de matériaux en cuir, alors avec du très beau matériel artisanal sur lequel moi je ne me pose pas particulièrement de soucis. Par contre le cuir ça pose quand même quelques problèmes de pollution au niveau des tannages et des choses comme ça. Et sinon on a le choix rien. C'est-à-dire que aujourd'hui on est dans une filière équestre qui prend de plus en plus en compte, on parle du bien-être humain mais le bien-être animal. Donc on est en train de changer les mentalités sur l'habitat du cheval, sur l'alimentation qui est de beaucoup plus en plus bio, sur les compléments, les choses comme ça. Et par contre, pour l'équiper, pour tout ce qu'on va utiliser, donc aujourd'hui on peut utiliser des couvertures, on peut utiliser des protections de membres, etc. Là par contre, on n'a droit que à H&M. C'est-à-dire que, en gros, c'est comme si vous aviez quelqu'un qui est en train de devenir écologiste, qui va faire son jardin, qui va faire son compost, il se met à aller au magasin bio, etc. Mais pour s'habiller, il n'y a que H&M et il n'y a personne d'autre qui propose. Donc c'est aussi ça l'idée, c'est de pouvoir proposer quelque chose de différent aux gens qui ont envie vraiment d'aller dans cette transition-là et d'aller jusqu'au bout de la démarche en fait, au niveau de la filière équestre. Alors j'imagine que c'est pas de tout repos que de créer une entreprise dans ce domaine. Quand même assez fermé, le domaine du cheval, mais l'idée est très bonne, effectivement, puisque vous voulez proposer des articles pour équiper le cheval, qu'ils soient recyclables. Donc, expliquez-nous un petit peu, déjà, quel produit allez-vous proposer ?
Alors aujourd'hui, on est en train de sortir là pour janvier notre toute première collection. C'est un matériel qui est très simple, c'est ce qu'on appelle le licol. Le licol, c'est ce qui va servir au cavalier à aller chercher son cheval au pré, au box pour s'en occuper. C'est le premier objet. C'est ce qu'on met autour du cou du cheval. Voilà, c'est ce qu'on lui met sur la tête pour le prendre. Donc la première collection, elle sort là en janvier. Donc on devrait pouvoir livrer à partir de février. Et les licols, ils seront fabriqués donc en lin, avec une bouclerie laiton, et un deuxième modèle qui va être fabriqué en coton bio. Donc avec une bouclerie laiton aussi. À savoir que tout ce qui est donc les sangles en lin et en coton qui vont fabriquer ces licols sont fabriqués en France, dans le Nord. Les boucles viennent d'Italie, on n'a pas trouvé en France. Le fil à coudre, on a été jusqu'au fil qui va être en lin et fabriqué en Île-de-France. Et pour le montage, donc on reste dans l'idée d'inclusion puisque le montage va être fait par un ESAT, un établissement pour les travailleurs en situation de handicap. Et donc là, on n'a pas trouvé non plus en Île-de-France, il sera fait en Maurienne. Donc on reste sur quelque chose de local. Donc un produit complètement made in France finalement. Complètement. Du bout en bout jusqu'au fil. Jusqu'au fil. Et avec le choix du fil, on a voulu m'imposer du polyester et c'était juste pas possible. Puisque l'idée c'est d'avoir quelque chose de facilement recyclable et démontable à la fin. On parlait tout à l'heure de la réparabilité. Un des problèmes du recyclage et de la réparabilité aujourd'hui, c'est le mélange de matériaux. Donc l'idée c'est vraiment d'être... Oui, puis finalement si la corde casse, on peut la recoudre soi-même en fait. Complètement, c'est ça que ça veut dire. C'est assez facile à faire, ou nous on peut le reprendre et faire les réparations, c'est quelque chose qui est assez simple, sachant que c'est des matériaux qui sont quand même très solides et sur lesquels on a quand même peu de réparations en général. Donc premier produit qui va sortir au mois de janvier et février, c'est le licol. Voilà, avec sa longe. Avec sa longe forcément. Ça coûte combien de faire un matériel? À combien allez-vous les vendre? Vous avez déjà une idée? Oui, on a une idée. Alors c'est un matériel écologique, on a dit, on est en 100% made in France, donc ça a un coût, ça a un coût social puisque, voilà, pour être tout à fait transparent, la plus grosse part du prix du licol, c'est la main d'œuvre pour la fabrication. Donc aujourd'hui, on sort un licol qui va être pour les tout premiers, donc pour ceux qui voudraient précommander même avant janvier, ils sont à 60 €. En prix final, ils vont être à 67 € pièce. Donc, à 67 € pièce. Oui. Comment allez-vous faire pour commercialiser ces premiers produits? Après, je viendrai sur d'autres questions sur d'autres produits, mais est-ce que vous allez développer un site internet? Parce qu'il faut que vous alliez vite, j'imagine. Oui. Ou est-ce que vous allez contacter les magasins classiques? Alors, le concept, il est de vendre par internet. Le site est ouvert, donc avec la possibilité de précommander dès aujourd'hui sur le site alterplanet.fr. Et ensuite, la commercialisation, on est dans un milieu équestre qui aime bien voir les produits. Alors, on a été un petit peu empêché là par les confinements. L'idée, c'est de pouvoir se déplacer directement dans les écuries pour pouvoir montrer en fait nos produits aux cavaliers et d'être présent sur les différents salons le jour où ils pourront se retenir un peu. Parce que nous devions être à Équitalion cette année, qui malheureusement a été annulée. Bien sûr. Alors, j'imagine que vous allez vouloir faire une gamme complète d'équipements. C'est quoi le prochain? C'est les tapis de selle? C'est très utilisé ça aussi. Alors on n'a pas choisi les tapis de selle parce que tout le monde fait des tapis de selle. Le prochain là qui est dans les tiroirs et on espère pouvoir commencer la recherche et développement dès le mois de janvier, début février, ce seront les protections de membres, les guêtres, qui sont un matériel très technique. Donc là on est sur complètement autre chose en développement, mais l'idée reste toujours d'utiliser finalement des matériaux innovants, issus des fibres végétales, donc avec des choses qui peuvent être comme de la fibre de lin ou d'autres matériaux qui soient tout aussi qualitatifs que ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché, mais avec nos caractéristiques vraiment dans l'idéal zéro pétrole. Donc les guêtres, ce sera le deuxième produit. Ensuite, c'est quoi? Couverture, tapis de selle, oui, couvre-rein. C'est ça, tapis de selle, couverture, couvre-rein, tout ce qui va être vraiment la base de l'équipement du cheval. Qu'est-ce qu'il faut que vous souhaitez alors pour cette nouvelle start-up, pour cette nouvelle entreprise, Alterplanet? Viviane Gonnet, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour 2021? Quel appel peut-on faire à ce micro? Pour 2021, on va souhaiter des premières commandes très fructueuses qui vont nous permettre de développer la gamme le plus rapidement possible. Et donc de venir nous voir directement sur le site ou de nous contacter pour avoir vraiment plus d'infos. Quels sont vos besoins pour le moment?
nos besoins. Nos besoins, c'est d'avoir des commandes. Le premier besoin, comme toute start-up, j'ai envie de dire. Donc c'est pas de la recherche de matériel, c'est pas de... La recherche de matériel, on est au début. De matière. On est en contact avec différentes agences de design aussi avec qui on va travailler, puisque moi c'est pas mon cœur de métier sur ça. Donc ça c'est vraiment les choses qui vont venir en 2021. Voilà. Si nos besoins au niveau entreprise, ça peut être aussi des partenaires au niveau industriel justement pour la fabrication future, puisqu'on aimerait pouvoir au maximum fabriquer en France. Bien sûr. Alors, on va peut-être donner votre adresse si on veut vous contacter justement pour faire des précommandes. Comment fait-on, Viviane Gonnet? Alors, les précommandes, elles vont se faire directement sur le site. Donc, vous pouvez nous retrouver assez facilement sur www.alterplanet.fr. Donc, Alterplanet avec un H, parce que ça veut dire l'école en anglais. Et c'est pour ça que vous vous appelez Alterplanet, parce que ça veut dire l'école en anglais, comme vient de le dire Véronique Gonnet. Donc, toute nouvelle start-up, première start-up finalement dans le domaine équestre, des produits bio et dégradables, recyclables même, en lin, pour des licoles et des longes. C'est le premier produit qu'elle nous propose aujourd'hui. Même question, Sandra N, pour vous joindre chez Decra Industrial, s'il y a des jeunes ou des moins jeunes qui souhaitent retrouver un job, comment fait-on pour vous joindre? Eh ben, pour me joindre, soit on me contacte par le biais du site LinkedIn, soit mon adresse mail. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Et puis j'ai noté les coordonnées d'Alterplanet, parce que ma fille est une fan d'équitation. Ça me parle l'école, etc. Donc, voilà, donc il y a un milieu du cheval qui va être très intéressé, je pense, par ce type effectivement de produit. Benjamin Schroun, même question. Est-ce que toute la région est en vacances là, ou est-ce qu'on peut encore contacter les services? Alors, on n'est pas en vacances. Vous avez une place de permanence qui se fait. Vous avez toutes les aides de la région qui est sur le site de la région. Tout est numérisé. Les demandes aussi. Donc vous pouvez aller sur la région ile-de-france.fr et tout voir les aides. Voilà, vous savez tout. Si vous n'avez pas bien entendu, retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube. En tout cas, je vais vous souhaiter de très très belles fêtes. Je remercie mes invités du jour pour leur présence à mes côtés. Et puis, ciao, ciao. Et bien, on vous retrouve avec plaisir l'année prochaine. Bonne fête. Merci à vous, bonne fête. Au revoir.